Donc, je suis ravie, évidemment, de retrouver Marc Lazare pour cette nouvelle Unipop Histoire. C'était toujours un grand plaisir de l'accueillir à Pessac, bien sûr. Il est venu à plusieurs reprises pour partager ses analyses éclairantes sur des sujets liés à l'histoire politique contemporaine et plus particulièrement autour de l'Italie, des gauches européennes et du populisme. Et nous sommes donc toujours ravis de le retrouver, comme je l'ai dit. Donc Marc Lazare, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, et je pense que vous n'êtes pas nombreux, est historien et sociologue, spécialiste reconnu de l'Italie contemporaine, des gauches européennes, professeur émérite à Sciences Po, et il a consacré une part importante de ses travaux au Parti communiste italien, à ses métamorphoses et à ses figures emblématiques telles que Enrico Berlinguer, que vous venez de découvrir dans ce film Berlinguer, la grande ambition d'Andrea Segre. C'est justement donc à ce personnage que nous allons consacrer cette soirée. Et donc, cher Marc Lazare, je vous propose de revenir sur cette figure complexe, sur le rôle qu'il a eu et également le rôle du Parti communiste italien dans l'histoire italienne et sur les résonances peut-être que cette trajectoire peut encore avoir aujourd'hui. Voilà, je vous cède la parole et merci encore d'être parmi nous ce soir. On prendra un tout petit temps à la fin de l'intervention si vous avez des questions et donc on se retrouve tout à l'heure. Très belle soirée. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir ici. Ce film sur donc Enrico Berlinguer est très centré sur une période bien précise à la fois de l'Italie et du Parti communiste italien et d'Enrico Berlinguer. C'est cette période de 1973 à 1978 qui est dite donc celle du compromis. Ah, d'accord. Donc je ne touche plus à rien. Celle du compromis historique. Alors il y a une certaine résonance avec l'actualité en France, où on parle beaucoup de compromis, comment on élabore un compromis. Espérons que si jamais il y avait un compromis en France, ça ne se termine pas comme ça, qui est à la fois un échec et lié à la mort, donc à l'enlèvement et à la mort du dirigeant démocrate chrétien de centre-gauche, Aldo Moro. Alors je voudrais en fait repartir, faire un petit développement là, d'une quarantaine de minutes pour laisser la place à des questions. La première, pour rappeler un peu ce qu'était ce Parti communiste italien avant que Enrico Berlinguer en prenne la direction en 1972. Il est né en 1922, il prend la direction de ce parti à l'âge de 50 ans. Deuxièmement, de voir ce qu'il a fait, à la fois en politique intérieure italienne et en politique internationale, notamment par rapport à l'Union soviétique, mais aussi européenne, et je parlerai aussi un peu de son rapport à la France, et puis de dresser un bilan, qui est un bilan, je le dis tout de suite, d'échec. Alors, si on réfléchit un peu sur ce qu'a été le Parti communiste, je vous rappelle que ce Parti communiste est né en 1921, c'est-à-dire qu'après la révolution d'octobre de 1917, l'Internationale communiste est créée à Moscou en 1919 et dans beaucoup de partis socialistes, en France, bien sûr, en décembre 1920, on a la naissance de ce qu'on appelait à l'époque la section française de l'Internationale communiste. Et en janvier 1921, dans la ville de Livourne, on a la création du Parti communiste italien, la section italienne de l'Internationale communiste, qui va prendre progressivement le nom de Parti communiste d'Italie, puis Parti communiste italien. Et c'est dans un contexte très particulier du côté de l'Italie, c'est-à-dire c'est après la Première Guerre mondiale, dans une période d'énormes tensions sociales et politiques. Il y a un gigantesque mouvement ouvrier, surtout dans le nord de l'Italie, dans le nord de cette Italie qui est le fameux triangle industriel, Milan, Turin et Gênes, avec de très grandes luttes ouvrières, l'organisation de conseils d'usines, un peu aussi de mobilisation paysanne et des dirigeants du Parti communiste italien qui s'imposent, et deux figures en particulier, la figure d'Antonio Gramsci qui est citée à un moment donné dans le film,
Antonio Gramsci, bien sûr, c'est ce grand théoricien du marxisme italien et européen qui est à l'époque, qui est un sarde, comme Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer, par ailleurs, d'une famille aristocratique de Sardaigne. Il y a un effort à faire par rapport au Parti communiste français pour appréhender ce qu'a été ce Parti communiste italien. Gramsci donc va théoriser cette question des conseils ouvriers. Puis il y a un autre grand dirigeant du Parti communiste italien qui émerge. Il est un peu plus âgé d'ailleurs que Antonio Gramsci, c'est Palmiro Togliatti. Mais très rapidement, ce Parti communiste italien et ses luttes vont être battues. Et à partir d'octobre 1922, c'est évidemment l'instauration du régime fasciste de Mussolini. Et donc ce Parti communiste italien, qui a été né dans le cadre de cette grande mobilisation ouvrière, paysanne, un peu intellectuelle aussi, va connaître la clandestinité. Donc c'est un élément très important à prendre en considération. Togliatti va être en Union soviétique. Antonio Gramsci va rester en Italie, même s'il a fait des séjours en Union soviétique, va être arrêté, condamné, avec cette fameuse sentence du juge, il faut empêcher ce cerveau de fonctionner. Et effectivement, il va avoir des années de détention où il va écrire entre autres ces fameux cahiers de prison qui sont encore étudiés aujourd'hui, qui inspirent non seulement parfois des mouvements de gauche, mais même des chercheurs. Car il y a beaucoup de choses. Il y a une notion à un moment donné qui a été très mal traduite ici dans la traduction en sous-titrage. À un moment donné, Enrico Berlinguer parle des classes subalternes, qui a été traduit ici en classe populaire. En fait, c'est toute une théorisation de Gramsci qui consiste à dire que justement, il y a des catégories sociales, ouvrières, paysannes en particulier, qui sont dominées. Donc, il emploie cet adjectif subalterne à qui, justement, le Parti communiste, le prince moderne, comme dira Antonio Gramsci, doit guider, en commençant par une bataille culturelle pour permettre ensuite de gagner politiquement. Donc ce Parti communiste est un tout petit parti, il est réprimé très sévèrement en Italie. La plupart de ses maigres forces seront ou en Union soviétique ou en France. Certains iront combattre pendant la guerre civile espagnole. Et donc c'est un tout petit parti. J'insiste là-dessus parce que, évidemment, on est en France. L'histoire du Parti communiste français est différente puisque le Parti communiste français commence très lentement dans les années 20, il est très sectaire, il est très isolé, mais va connaître son premier grand développement au milieu des années 30, en 1900, à partir du moment où la crise économique arrive en France, 1931, va être un parti qui va organiser des grandes mobilisations de chômeurs, va s'implanter dans la classe ouvrière et va avoir son premier développement en 1934 et 1936, contribuer au Front populaire avec l'autorisation de Moscou. Les deux partis sont, on peut le dire, la formule est un peu sévère, mais c'est la réalité, aux ordres de Moscou. Et donc le Parti communiste français, lui, va avoir une existence très importante dès les années 30. Ce n'est pas le cas du Parti communiste italien. Ce parti va donc connaître un développement, surtout pendant la résistance, cette fois-ci armée, en Italie, à partir de 1943, la destitution en juillet 1943 de Mussolini, une période où les armées alliées débarquent en Italie à partir de 1942, c'est un pays en guerre, et une situation de guerre civile dans le nord de l'Italie. Là, c'est le grand moment de développement du Parti communiste italien pendant la résistance, dans l'antifascisme, qui va être un des éléments constitutifs de la culture de ce parti comme de la gauche italienne et même plus largement, jusqu'à une période récente. Bon, pas là pour parler du présent, mais l'antifascisme étant constitutif de ce qui va arriver avec la naissance de la République italienne à partir du choix, le 2 juin 1946, par référendum, du choix de la République d'écrire une assemblée constituante dans laquelle le puissant Parti communiste, qui est fort sur le terrain, avec des milices armées, avec des troupes armées, comme en France, comme dans d'autres pays européens, et le Parti communiste italien va s'affirmer comme grand parti. Alors attention, au début, il n'est pas le premier parti politique à gauche. En 1946, lorsque les Italiens votent à la Constituante, en juin 1946, donc d'un côté ils choisissent la République, au même moment ils élisent une assemblée qui sera constituante, elle doit écrire une constitution. Le premier parti, c'est la démocratie chrétienne, dans un pays profondément catholique à l'époque, c'est très important ça, y compris pour Enrico Berlinguer, je vais essayer de vous le faire comprendre. Et le premier parti à gauche, c'est le Parti socialiste.
Nous sommes en 1946. 1948, le Parti communiste italien va participer au pouvoir, comme en France, pendant 3 ans, dans un gouvernement d'unité nationale. Je survole rapidement pour arriver quand même à Berlinguer. Et à partir de 1947, comme en France, comme dans d'autres pays, dans les pays d'Europe occidentale, étant donné le contexte de guerre froide, les partis communistes sont mis hors du gouvernement. 1948, c'est les premières élections politiques en Italie, c'est dans un climat extraordinairement tendu. Février 1948, il y a eu le coup de Prague, où les communistes tchécoslovaques se sont emparés du pouvoir. C'est un élément très important à avoir en tête. Pourquoi ? Parce que la Tchécoslovaquie, à la différence de tous les autres pays qui ont basculé dans le bloc communiste sous direction soviétique, la Tchécoslovaquie est le seul pays en février 1948 où il n'y a pas un soldat de l'armée rouge. Partout ailleurs, les communistes ont pris le pouvoir avec les chars de l'armée rouge. Ce n'est pas le cas. La Tchécoslovaquie est un grand pays industriel, un grand pays démocratique. Il y a un puissant parti communiste qui s'empare du pouvoir. Et en avril 1948, quand on vote en Italie, il y a cette obsession en Italie, à Moscou, à Washington, dans les capitales européennes. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce pays stratégique dans l'espace méditerranéen, où va-t-il aller ? Donc il y a une violente campagne politique. La démocratie chrétienne fait toute une campagne en disant que les communistes vont manger les enfants, que les chars soviétiques vont arriver jusqu'au Saint-Siège, et les communistes se défendent aussi et accusent de tous les maux les démocrates chrétiens. C'est la démocratie chrétienne qui l'emporte. Les communistes restent alliés, ça c'est très important, avec les socialistes, étrangement absents de ce film, entre parenthèses, mais je vais y revenir. Et il crée un front populaire, mais qui est battu. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Pour 2 raisons. Parce que le Parti communiste, à part ce puissant Parti communiste, qui à partir de 1948 va devenir le premier parti de gauche, puis le premier parti communiste de toute l'Europe occidentale, bien plus puissant que le Parti communiste français. Le Parti communiste français, pour les plus anciens, vous en souvenez, pour les plus jeunes, on ne le sait pas toujours, mais c'est le premier parti politique en France durant toute la 4e République, donc jusqu'en 1958. Après 1958, il n'est plus le premier parti politique, mais il est le premier parti à gauche jusqu'à la fin des années 70. Mais le Parti communiste italien va connaître une ascension permanente à partir de 1948 à l'opposition. C'est le 2e point. Ce parti va rester à l'opposition. Or, les communistes vont très rapidement réfléchir sur une formule de Giulio Andreotti que vous avez vu arriver, en tout cas tel qu'il est représenté dans le film, incarné dans le film, disait toujours « c'est l'opposition qui vous use, c'est pas le pouvoir ». Et effectivement, le Parti communiste italien va commencer à se rendre compte qu'être à l'opposition, c'est un problème. Il ne peut pas arriver au pouvoir parce qu'il n'est pas assez fort. Très rapidement, les socialistes avec lesquels il était allié vont rompre leur alliance à partir de 1956. C'est-à-dire après, au moment de la déstalinisation. Et le Parti communiste, c'est cette énorme puissance ouvrière, comme le dit Enrico Berlinguer dans le nord de l'Italie, dans une partie du monde paysan, auprès des intellectuels, au moment des scènes très impressionnante que je commenterai tout à l'heure des funérailles de Berlinguer, on voit plusieurs grands artistes italiens de l'époque, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, et il y en a beaucoup d'autres, c'est dire l'influence qu'avait ce Parti communiste. Mais il est impuissant politiquement. Donc voilà en quelques mots la situation, un parti donc très fort, très implanté, plus de 1 800 000 adhérents. Attention, l'Italie, ça on le voit aussi, on le comprend à demi-mot dans le film, pas évident pour nous Français quand on connaît mal l'Italie. L'Italie, dans ce qu'on appelle cette première grande phase de la République italienne qui va jusque dans les années 90, c'est une république des partis. Les partis sont très puissants. La démocratie chrétienne est très puissante, le Parti communiste est très puissant, mais il y a aussi d'autres partis. Ils sont très puissants dans la société, ils encadrent la société, ils expriment quelque chose de la société. Comme Berlinguer dit, nous exprimons le monde du populaire, le monde des travailleurs. Oui, il exprimait ça, il n'était pas le seul. Il y avait le Parti socialiste aussi, même s'il était beaucoup moins influent. Mais la démocratie chrétienne était une puissante organisation. C'était des partis de masse, comme on disait, des partis société. Ils étaient aussi présents pour ceux qui étaient au gouvernement dans les institutions.
Donc on est dans cette situation et on en arrive, si j'ose dire, à Enrico Berlinguer. Alors Enrico Berlinguer, il est né en 1922, vous l'avez compris, vous faites le petit calcul quand on explique la date de son décès en 1984. C'est quelqu'un donc une famille sarde, plutôt aristocratique, qui va devenir un dirigeant très rapidement, qui adhère au Parti communiste, chez les jeunes communistes, qui va faire une très grande carrière. C'est un homme politique, il n'a rien fait d'autre. Il est un militant professionnel, il le dit d'ailleurs à son épouse quand il écrit la lettre à la fin, tu ne pensais pas épouser un secrétaire de parti. Il était ce qu'on appelle en Italie, on ne disait pas permanent en Italie, on disait un professionnel. Hein. Donc on était un professionnel de la politique parce qu'il était rémunéré par le Parti communiste. Quelqu'un qui connaissait bien les arcanes du mouvement communiste international, il a séjourné en Union soviétique, c'est un communiste italien. Alors ce communisme italien, justement, c'est un communisme qui est à la fois, à partir surtout des années 50, 60, un parti communiste, donc avant que Enrico Berlinguer prenne la direction du PCI, comme on dit en italien, du Parti communiste italien en 1972, qui depuis les années 1956, avec la déstalinisation, les années 60, est à la fois aux côtés de l'Union soviétique, mais affirme aussi ce qu'ils appellent l'italianité. Nous sommes différents. Et pourquoi nous sommes différents, disent les communistes italiens? Parce que justement, il y a Antonio Gramsci. Et qu'est-ce qu'a dit Antonio Gramsci? Je vais être très schématique, mais pour vous faire comprendre, on ne pourra pas faire comme les bolcheviks russes pour prendre le palais d'hiver, parce que nos sociétés sont beaucoup plus complexes, et il faut donc faire tout un travail dans ce qu'il appelle les tranchées de la société civile, un travail de longue haleine pour essayer un jour d'arriver au pouvoir. Donc, Berlinguer, à partir des années 60, devient un dirigeant du parti, pas simplement de l'organisation de jeunesse. Il a une grande expérience, donc comme fonctionnaire du parti, c'était la formule exacte qu'on utilisait, et il accède à la direction du Parti communiste, à la direction, dans une période où beaucoup de choses changent dans le monde. La guerre du Vietnam, les manifestations contre la guerre du Vietnam, la société qui est en train de changer. C'est là où on verra que Berlinguer a un certain nombre de limites. Et puis, 1968, il est un des dirigeants, le secrétaire du Parti communiste s'appelle Luigi Longo. Il y a l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Je vous rappelle, janvier 1968, le Parti communiste tchécoslovaque est dirigé par un homme qui s'appelle Dubček et commence une grande période de grande volonté de la part du Parti communiste tchécoslovaque, parce qu'il y a un grand mouvement qui vient de la société, pour libéraliser quelque peu le communisme en Tchécoslovaquie. L'Union soviétique voit ça d'un très mauvais œil, et donc, après plusieurs admonestations, malgré le travail que fait le secrétaire du Parti communiste italien Luigi Longo et le secrétaire du Parti communiste français Waldeck Rochet à l'époque, essayer d'empêcher ce qu'ils sentent qui va se passer, c'est-à-dire une répression par les chars soviétiques, comme ça avait été le cas en 1956 en Hongrie, sans parler de ce qui s'était passé en Allemagne de l'Est en 1953, mais surtout en Hongrie en 1956, l'insurrection de Budapest et l'écrasement par les chars soviétiques, à l'époque approuvé et même demandé par les communistes italiens. Demandé par les communistes italiens, les archives l'ont révélé récemment. Donc là, le contexte a changé. Et donc, le 21 août 1968, les troupes du pacte de Varsovie, c'est-à-dire les troupes des différents pays communistes et de l'Union soviétique, interviennent en Tchécoslovaquie. Il y aura quelques morts. Le seul pays qui participe pas, c'est la Roumanie. Et là, le Parti communiste italien va condamner très sévèrement, très fermement, l'invasion par les troupes du pacte de Varsovie. D'où les tensions qui commencent à se faire jour entre Moscou et Rome, entre Moscou et le Parti communiste italien. Mais Enrico Berlinguer, Luigi Longo devient très malade, d'ailleurs le secrétaire général du Parti communiste français aussi. On a des tas d'interprétations psychologiques de ça. Ces deux hommes qui étaient tellement communistes fermes, mais qui se rendaient compte que quelque chose ne pouvait plus fonctionner, sans doute a eu une sorte de pression sur leur propre psyché. Berlinguer prend de plus en plus d'importance et va à Moscou en 1969 et fait une déclaration qui ne plaît pas aux soviétiques, en disant qu'ils n'ont pas à avoir un rôle de parti guide. Mais il ne remet pas en cause
la solidarité avec l'Union soviétique. Il va aller un peu plus loin à partir de 1972, où il va encore montrer aux soviétiques qu'il n'est pas d'accord avec leur orientation, mais je vais y revenir tout à l'heure parce que je voudrais maintenant essayer de comprendre ce qui se passe en Italie et notamment cette histoire du compromis historique, ce qui me permet de prendre mes lunettes pour revoir un peu mes notes. Alors, qu'est-ce qui se passe en Italie à l'époque? C'est que nous avons une Italie qui est en pleine transformation. Nous, en France, on a connu mai 68, mais en Italie, on a appelé ça le mai rampant. À partir de 1968, et encore plus dans les années qui suivent, et on voit tellement d'images d'archives dans ce film qui vous font comprendre cela, ce pays est confronté à un immense déferlement de contestations ouvrières, de revendications et de contestations dans un pays qui est dominé donc par la démocratie chrétienne depuis 1946, sans discontinuité, avec des petits partis alliés. Mais c'est un énorme mouvement social, beaucoup de grèves, c'est là d'où vient la réputation de l'Italie comme pays de la gréviculture, ce qui n'est plus du tout le cas depuis des décennies, mais c'est à cette époque-là, c'est extraordinairement important. Des mouvements étudiants, et même ça avait commencé par des mouvements étudiants de contestation, en 1967 dans la ville de Trente, dans le nord-est, puis dans toute l'Italie, et puis des contestations aussi dans le monde paysan, et puis tout simplement une série de mouvements sociaux qui déferlent comme ça dans toute la société, et avec une critique de plus en plus forte de la démocratie chrétienne, mais aussi du Parti communiste italien. Et justement, c'est le début, l'émergence de toute une série de mouvements que nous, en France, on qualifie de gauchistes, et qui critiquent le réformisme du Parti communiste italien à leurs yeux, et qui veulent le déborder sur la gauche. Et c'est ce contexte-là très important, et n'oublions pas surtout qu'à partir de décembre 1969, commence la saison qu'on a appelée ensuite la saison des années de plomb. C'est-à-dire décembre 1969, une bombe, le 2 décembre 1969, explose une bombe à Milan, dans une banque, qui va faire beaucoup de morts, un attentat. Il y avait déjà tout un climat d'affrontement, de violence entre groupes d'extrême gauche et groupes d'extrême droite, néofascistes. Mais c'était, si j'ose dire, des contestations de rue. On se tapait dessus violemment, mais comme en France à peu près à la même époque. Mais là, c'est autre chose. Il y a une bombe qui explose. Et très rapidement, alors qu'au début, la police fait croire que c'est les anarchistes qui ont posé cette bombe, très rapidement, on s'aperçoit que les pistes mènent vers l'ultra-droite fasciste, il n'y a pas d'autre mot, dans un pays qui, finalement, a connu plus de 20 années de fascisme, et on est en 1969, donc quelques décennies, mais relativement courtes, par rapport à la fin du fascisme. Et donc c'est un climat de très grande tension, à la fois avec les attentats d'extrême droite qui vont se multiplier, et se multiplier dans des lieux publics. D'ailleurs, à un moment donné dans le film, on parle de l'attentat de Brescia, dans la ville du Nord, en Lombardie, où là aussi, à l'occasion d'une manifestation syndicale, une bombe explose. Mais ce qui est aussi la caractéristique italienne, c'est que très rapidement, une partie de l'extrême gauche va basculer dans ce que moi j'appelle l'ultra-gauche, qui va, elle aussi, décider de passer à l'action armée. Et un des groupes les plus célèbres, c'est les Brigades Rouges. Et les Brigades Rouges qui vont donc de plus en plus multiplier des actes de violence, et à partir de 1974, vont attaquer des cibles individuelles. Démocrates chrétiens, patrons, policiers, mais aussi progressivement militants syndicalistes et même un militant du Parti communiste italien à Gênes qui s'appelle Guido Rossa, qui sera exécuté par les Brigades Rouges. Donc c'est ce climat-là. Mais si on essaye de comprendre ce que c'est le compromis historique, il faut revenir sur ce qui se passe en 1973. Le 11 septembre 1973, il y a le coup d'État au Chili. Le coup d'État du général Pinochet. Et donc, la mort de Salvador Allende, quasiment en direct, et la répression impitoyable contre la gauche chilienne. Alors pourquoi ça impacte aussi directement le Parti communiste italien, et en particulier Enrico Berlinguer? Parce que au Chili était au pouvoir
un parti socialiste très marxiste, Salvador Allende, et dans l'opposition, il y avait la démocratie chrétienne. Et par conséquent, le raisonnement d'Enrico Berlinguer, qui va passer difficilement dans son parti, ça on le voit mal dans le film, c'est un parti aussi divisé. On le sent à un moment donné, il y a des désaccords entre les différents dirigeants, il y a des sensibilités différentes, mais c'est un parti où on n'avait pas le droit de tendance, mais en même temps, il y avait des sensibilités différentes qui s'exprimaient. Donc, à partir de 1973, Enrico Berlinguer, on le voit très bien dans le film de ce point de vue-là, dit on ne peut pas continuer comme ça. Parce que si on continue comme ça, nous, au Parti communiste italien, on veut arriver au pouvoir. Il est clair que les États-Unis ne le veulent pas. Ça, c'est un élément très important. Les États-Unis, Paris à l'époque, Bonn à l'époque, Londres sont très préoccupés par l'éventuelle arrivée du Parti communiste italien, qui semble avoir pris des distances avec l'Union soviétique, je vais y revenir, mais pour ces capitales occidentales, pour les États-Unis, c'est une fausse prise de distance, et donc c'est très grave, parce que si le Parti communiste italien arrive au pouvoir, l'Italie, où il y a plusieurs bases de l'OTAN, risque de basculer du côté soviétique. Nous sommes dans la guerre froide. Nous sommes en pleine période de guerre froide. Et donc l'idée de Berlinguer, c'est de dire on ne peut pas aller à l'affrontement, y compris parce que nous sommes les communistes, mais en face, il y a le monde catholique. Nous sommes encore dans un moment où l'influence de l'Église catholique est très forte. D'où sa proposition, à partir d'une analyse en trois grands articles qui sont publiés dans une revue qui s'appelle Rinascita, qui s'étale du 25 septembre au 12 octobre, Enrico Berlinguer va expliquer qu'il faut tendre la main à la démocratie chrétienne. On le voit très bien dans le film. Il faut essayer de trouver un accord. La démocratie chrétienne, dans un premier temps, refuse. Et l'homme qui progressivement accepte, avec toute la caractéristique de la démocratie chrétienne, c'est Aldo Moro. Et d'ailleurs, je vous signale que va sortir en français une biographie d'Aldo Moro, qui est un personnage très, très intéressant. Et donc, Enrico Berlinguer essaye de réaliser ce compromis qu'il qualifie d'historique. Alors, évidemment, ce compromis soulève des inquiétudes du côté d'une partie de la démocratie chrétienne, soulève aussi des doutes au sein du Parti communiste italien. Certains disent « mais c'est pas possible, on a combattu depuis 1948, on a combattu ces démocrates chrétiens qui sont vendus aux États-Unis, qui sont corrompus, qui sont clientélistes. » On voit bien quand Enrico Berlinguer pique une crise en disant « mais regardez, les ministres, c'est toujours les mêmes. » Donc c'est une partie de la population communiste, près de 2 millions d'adhérents. On ne veut pas dire 2 millions de militants, mais 2 millions d'adhérents. Ce parti qui ne cesse de progresser, qui est à plus de 30% des voix. En 1975, on le voit dans le film, c'est le grand moment où le Parti communiste italien est en train de conquérir quasiment toutes les villes. Même Naples tombe aux mains du Parti communiste italien, une ville qui avait voté pour le roi en 1946, pour la monarchie. Donc c'est phénoménal. 1976, on le voit bien dans le film, élection politique, le Parti communiste ne cesse de progresser. Et donc, un certain nombre de militants, en plus, on a une très bonne enquête qui a été faite par des politologues à l'époque, dans une sorte de... Enfin, pas une sorte, dans un questionnaire envoyé à de très nombreux militants. On voit que toute une partie d'entre eux disent « on n'est pas d'accord avec Berlinguer. Nous, on veut aller à la confrontation. » Et cette confrontation, d'autant plus qu'il y a la pression de l'extrême gauche. Et le fils, dans le film d'Enrico Berlinguer, Marco, le jeune, vous l'avez vu, il dit « Papa, mais qu'est-ce que tu fais ? Il faut aller au combat. » Et d'ailleurs, c'est des 4 enfants, je ne vais pas vous raconter, des 3 enfants, pas vous raconter l'histoire de la famille, mais Marco, aujourd'hui, est encore un dirigeant communiste. Il reste quasiment plus de communistes en Italie, mais lui, il est toujours communiste. Bon, je referme cette parenthèse, sachant que Bianca Berlinguer, qu'on voit dans le film, est aujourd'hui une grande journaliste qui travaille pour la télévision de Silvio Berlusconi. Je referme la parenthèse. Enfin, la télévision créée par Silvio Berlusconi. Et donc, une autre partie adhère à l'idée de Enrico Berlinguer. Le parti est profondément divisé en disant oui, il faut trouver un accord, il faut qu'on s'en sorte, il faut débloquer cette situation. Parce que si on ne la débloque pas, ces luttes-là qui sont dans la société, elles vont de plus en plus se radicaliser. Et justement, il y a des groupes d'extrême gauche qui ont une audience en Italie. Ce n'est pas comme Action Directe en France. Ce n'est pas comme la bande Abadère en Allemagne. Ces brigades rouges et ces groupes recrutent beaucoup de militants. Et ils ont, moi, ce que j'ai appelé toute une zone grise de gens qui ont plutôt de la sympathie. Plutôt de la sympathie, je vais vous l'illustrer tout à l'heure par un exemple. Donc, il faut,
C'est bien ce que dit Berlinguer. Puis il y a une autre, dans cette enquête, on voit très bien qu'il y a une autre minorité qui dit, alors en italien ça donne come furbo questo Berlinguer, comme il est malin. Il fait croire à la démocratie chrétienne qu'on veut un compromis, mais c'est pour vraiment arriver au pouvoir. Donc c'est très difficile, cette situation, et c'est une situation que le Parti communiste va payer, et là on le voit très bien dans le film, parce que, enfin, Aldo Moro décide donc d'aller proposer à la Chambre des députés de réaliser un gouvernement dont il prendrait la présidence du Conseil avec un soutien des communistes italiens. Et vous avez vu un élément clé de ce qui se passe à cette époque, avec d'un côté, encore une fois, une puissante démocratie chrétienne, un puissant parti communiste italien, c'est la capacité, ça me fait réfléchir jusqu'à aujourd'hui en France, de ce qu'on appelle la médiation en Italie, la médiation. Parce que où on va s'entretuer. Très clair la situation. Parce qu'on est face à face. On l'a été en 1948. On pourrait l'être de nouveau. Donc il y aura un vainqueur et un vaincu, politiquement ou militairement. Et donc, où on fait ça, où on trouve des médiations. Et Andreotti, qu'est-ce qu'il propose? Donner à Pietro Ingrao, aux communistes italiens, les communistes italiens vont choisir Pietro Ingrao, qui est la tendance gauche du Parti communiste italien, d'être président de la Chambre des députés. C'est l'institutionnalisation du Parti communiste italien. Essayer d'absorber ce parti dans les institutions pour faire en sorte qu'il soit de plus en plus démocratique et qu'il prenne de plus en plus de distance avec l'Union soviétique. Mais Aldo Moro est enlevé par les Brigades Rouges. Bon, il y a des tas d'interprétations. Qu'est-ce qui était derrière ce... Bon, laissons ça de côté. Il est donc enlevé en mars 1978 au cœur de Rome. Effectivement, son escorte est assassiné, lui est enlevé et va avoir 55 jours de détention par les Brigades Rouges et exécuté. Et son corps a été retrouvé, la Via Caetani, c'est au cœur de Rome, c'est tout près de la Piazza Venezia, à équidistance à l'époque entre le siège du Parti communiste italien et le siège de la démocratie chrétienne. C'est un pied de nez, une provocation terrible pour ces deux partis. Pendant 55 jours, on l'a vu dans le film, on a déployé toutes les forces de police, de l'armée, mais on n'a jamais retrouvé, je vois que je m'égare un peu, on n'a jamais retrouvé Aldo Moro, et donc les Brigades Rouges ont fait cette provocation suprême. Aldo Moro disparaissant, tout s'écroule. Et là, c'est bien dans le film Gino Germano, on voit, il est écroulé parce qu'il comprend tout de suite. S'il n'y a plus Aldo Moro, c'est fini. Ma stratégie est finie. Et effectivement, après 1978, le Parti communiste italien va commencer un déclin. Mais c'est un déclin un peu partout. Au même moment en France, le Parti communiste français, à partir de 1981, va connaître un déclin. Et le Parti communiste italien, qui a obtenu un très bon succès en 1976, progressivement va décliner. Donc c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec, ce compromis historique. Simplement, le Parti communiste italien va être intégré de plus en plus dans les institutions. Il contrôle des régions entières. Il a eu la Chambre des députés. Et surtout, il est justement absorbé par les institutions parce que progressivement, on considère que ce parti, on peut lui donner des places publiques. Alors par exemple, des places dans les institutions. Je vous donne un seul exemple. À partir des années 70, on répartit les chaînes de la RAI, télévision ou radio, RAI 1 à la démocratie chrétienne, RAI 2 aux socialistes, RAI 3 aux communistes. Et donc ils sont en quelque sorte absorbés. Donc ça, c'est la politique intérieure avec un élément qui, d'après moi, n'est pas assez bien mis en valeur dans le film, c'est que le Parti communiste italien est très prudent lui aussi, et notamment Enrico Berlinguer. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, à un moment donné, on parle du divorce. En divorce, c'est l'immense développement dans la société italienne du féminisme. Et en 1971, la démocratie chrétienne au pouvoir, plutôt la composante centre-gauche et les partis qui étaient associés au gouvernement, vont proposer une loi sur le divorce, qui va être adoptée, une loi restrictive, mais une loi sur le divorce. Et l'Église la plus traditionnelle, la partie de l'Église la plus traditionnelle, la partie traditionnelle de la démocratie chrétienne, le mouvement fasciste, néo-fasciste, le mouvement social italien, dont Madame Meloni a fait partie, décide d'organiser une campagne pour un référendum. Alors en Italie, c'est
le référendum abrogatif, c'est-à-dire qu'on va abroger cette loi. Et Enrico Berlinguer fait tout pour éviter ce référendum. Tout. Parce qu'il a peur de l'affrontement entre les laïcs et les catholiques. Mais devant la pression du mouvement féministe, du Parti socialiste, d'un autre petit parti, le Parti radical, il va se rallier au référendum. Et c'est la grande date, pour moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, c'est la date la plus fondamentale de l'Italie. 1974, le référendum a lieu, et c'est le non qui l'emporte, ce qui veut dire non à l'abrogation, oui au divorce. Il faut comprendre ça, c'est non à l'abrogation, c'est-à-dire oui, on veut maintenir cette loi sur le divorce. Et ça, c'est une preuve que le pays a changé, que le pays s'est sécularisé, qui s'émancipe de l'Église catholique. Et ça, Berlinguer, et on le voit bien dans le film à travers les réflexions qu'il fait avec ses propres enfants, ne comprend plus cette jeunesse ou ne comprend pas ce qu'on appellerait ces nouveaux mouvements sociaux, ces nouvelles revendications. Il est là une limite. Il y a là une limite. J'en viens à la politique internationale rapidement, mais c'est fondamental. Berlinguer, effectivement, va faire une série de déclarations. 1968, Tchécoslovaquie, 1969, l'Union soviétique ne peut pas être un parti guide. 1976, il fait une déclaration fracassante. Je me sens plus à l'aise dans le camp occidental, sous-entendu que du côté du pacte de Varsovie, donc j'accepte l'OTAN, dont le Parti communiste italien voulait partir. Il va accepter l'Europe alors que le Parti communiste italien était contre la communauté économique européenne. Au contraire, il va même militer pour qu'on puisse élire au suffrage universel le Parlement européen. Et il va aller encore plus loin, il va aller à Moscou en 1977, on le voit dans le film, prononcer cette fameuse phrase « La démocratie est une valeur universelle ». Est-ce qu'il a vraiment voulu être éliminé par les Bulgares en 1973, comme le suggère le film ? Tous les historiens qui ont vraiment fait une biographie, notamment le directeur de l'Institut Gramsci de Rome, Silvio Ponce, a regardé les archives et comme il m'a dit encore récemment, il m'a dit, tu sais, évidemment, s'il y avait eu un ordre des soviétiques pour demander aux Bulgares de faire ça, car les Bulgares, dans le système communiste, avaient ces fonctions d'éliminer un certain nombre de gens, faire des œuvres de basses œuvres. S'il y avait un ordre de ce type-là, il n'y aurait aucune trace écrite. Donc on ne sait pas, ce qui est certain, on ne sait pas si les soviétiques ont voulu éliminer Enrico Berlinguer. Ce qui est sûr, c'est que, comme on le voit dans le film, il en a été persuadé. Donc, le Parti communiste italien s'est lancé dans toute une opération qui consistait à essayer d'inventer ce qu'il appelait une troisième voie entre les soviétiques et entre la social-démocratie, parce que la social-démocratie, c'était trop réformiste. Le contenu de cette troisième voie était très confus, très vague, mais c'était l'idée, on sera mieux en Europe et on peut essayer de concilier les libertés avec l'idéal socialiste ou voire communiste. Mais c'est là la grande aventure de ce qu'on a appelé l'eurocommunisme avec le Parti communiste italien, le Parti communiste français et le Parti communiste espagnol. Mais là aussi, il va y avoir un échec assez rapide. Le Parti communiste français va adhérer avec Georges Marchais dans un premier temps, et puis prendre ses distances, revenir dans une orthodoxie très alignée sur l'Union soviétique. Et là encore, le Parti communiste italien n'arrivera pas à mener jusqu'au bout ce qu'il espérait faire. Mais ce qui est certain, la limite fondamentale, et ça fait beaucoup réfléchir, c'est que, certes, Enrico Berlinguer a voulu prendre de l'autonomie, mais n'a jamais voulu véritablement rompre avec l'Union soviétique. Jamais. Y compris en termes financiers. On le voit à un moment donné, on parle d'argent. Le Parti communiste italien a eu de l'argent jusqu'à sa fin en 1991, jusqu'à sa fin en 1991, de la part des soviétiques. Pourquoi ? Il y a deux raisons. D'abord, pour Enrico Berlinguer, certes, il y avait des critiques à faire par rapport à l'Union soviétique, mais le grand ennemi, c'est le capitalisme. C'est l'impérialisme américain. Et donc, on ne peut pas, du point de vue communiste, rompre totalement avec l'Union soviétique parce que c'est le pays qui a été le premier pays véritablement à essayer de tenter de faire quelque chose, même s'il critique ce quelque chose de plus en plus. Certes, il ira encore plus loin en 1981, au moment du coup d'État de Jaruzelski en Pologne contre Solidarność, qu'on le voit à la fin, où il va employer cette expression très italienne,
alors la spinta propulsiva, la poussée propulsive de la révolution d'octobre esaurita, c'est-à-dire est épuisée, c'est-à-dire ce qui venait de l'URSS ne peut plus servir d'inspiration et encore moins de modèle. Mais il ne coupera jamais. Et il pense aussi, deuxième point, qu'il y a une forme de supériorité morale de l'Union soviétique par rapport, et ça c'est un élément très important chez lui, ça c'est sa personnalité, l'insistance sur l'éthique. Et pour lui c'était fondamental. Et donc il y a une supériorité morale de la tentative soviétique par rapport au monde capitaliste. Donc il n'y aura pas de rupture. Alors ça fait réfléchir sur un autre point. La parabole du Parti communiste italien, la trajectoire d'Enrico Berlinguer, c'est celle, comme ça a été le cas dans les pays où le Parti communiste était au pouvoir, Dubček, en Pologne à une époque Gomulka, Nagy en Hongrie en 1956, que toute tentative de réforme interne au communisme est condamnée à l'échec. Et donc Berlinguer a échoué. Il a échoué. Il a voulu réformer le communisme, mais justement, il ne pouvait pas faire ce saut que va faire ensuite le Parti communiste italien en 1991, c'est-à-dire de rompre une bonne fois pour toutes, car il n'y avait plus d'issue possible à l'intérieur du monde communiste. Donc, c'est tragique. C'est tragique pour Enrico Berlinguer, c'est tragique pour le Parti communiste italien, et c'est pour ça, et je crois, c'est ce que représentent ces scènes finales que vous avez vues, ces funérailles. En juin 1984, à Padoue, pendant les élections européennes, effectivement, Enrico Berlinguer, un peu comme on dit Molière, est mort sur scène. On le voit, vous regardez sur YouTube, il prononce un discours, tout à coup il y a un rictus sur son visage, il a un AVC, et il va s'écrouler, on l'emmène, et quelques jours plus tard, après une agonie, il va disparaître. Et là encore, on voit, avant les funérailles, cette forme de mediazione en Italie qui est incompréhensible pour la culture politique française. Tous les dirigeants des partis, tous les partis, y compris le leader du mouvement social italien néofasciste, vont venir s'incliner devant le cercueil d'Enrico Berlinguer. Berlinguer, donc, au mois de juin, il y a ses funérailles. Vous avez vu 1,5 million de manifestants. Ça a été filmé par des grands cinéastes, dont Bernardo Bertolucci. C'est énorme. Une masse de personnes, vous les avez vues, une forêt de drapeaux rouges, l'émotion. Dans les tribunes, il y a les représentants de différents pays, dont le jeune, vous l'avez vu à un moment donné, un jeune dirigeant soviétique, Mikhail Gorbatchev, dont on dit qu'il aurait dit chez nous, quand on enterre nos dirigeants, il n'y a pas la même ferveur. Bon. On lui attribue cette phrase. Il y avait Georges Marchais, il y avait Yasser Arafat, il y avait tous les dirigeants, mais surtout il y a cette masse. Et à un moment donné, dans les images, vous voyez un monsieur un peu âgé qui arrive avec des lunettes épaisses. C'est le président de la République italienne, le socialiste Sandro Pertini, qui a été grand antifasciste, qui a vécu en France, qui était maçon, et qui vient s'incliner et qui touche de la main le cercueil d'Enrico Berlinguer. C'est un gigantesque moment de manifestation. C'est extraordinairement impressionnant, mais c'est le chant du cygne du communisme. C'est fini. C'est le grand moment. Certes, quelques jours plus tard, le Parti communiste italien fait ce qu'on appelle en italien le sorpasso aux élections européennes. C'est-à-dire qu'il obtient plus de résultats que la démocratie chrétienne. Mais juste après, c'est le début de la fin. Et le Parti communiste italien va disparaître. Alors pourquoi autant d'émotions sur la personnalité de Berlinguer? Je crois que c'est lié d'abord à sa tentative politique, incontestablement, à son exigence intellectuelle, à son honnêteté dans un monde politique italien qui n'était pas toujours honnête, je suis gentil. C'est aussi, comment dire, un peu la beauté tragique de son visage, qui a beaucoup joué. On voit beaucoup de photos de lui. Il avait cette forme d'humanité qu'on voit dans son visage, et sans doute, ça a contribué à cette immense émotion qui a saisi, pas toute l'Italie, bien sûr, une partie de l'Italie qui ne l'aimait pas, mais toute une partie de l'Italie et qui se concrétise par cette gigantesque démonstration d'affection
au moment de son décès en 1984. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est que Enrico Berlinguer, c'est certainement un certain type d'homme politique qui n'existe plus. Pas simplement parce qu'il était communiste, mais parce que justement il avait, et c'est très sincère, incontestablement, il est pris, si vous voulez, en permanence dans un dilemme. Il faut sortir de cette situation italienne. Il y a donc cette grande exigence, y compris, il le sait très bien, de se confronter à l'intérieur de son propre parti contre ceux qui sont hostiles à sa stratégie. Mais, oui, il y a cette idée, il faut être à la hauteur de nos responsabilités. Je précise que je parle de l'Italie des années 70 et pas de la France de 2025. Merci de votre attention. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes, donc j'imagine que vous avez des questions. N'hésitez pas à lever bien haut votre main pour que je puisse venir vous rejoindre. Bonsoir, merci pour cet éclairage, c'était passionnant. Je ne vous vois pas. Je suis là. Ah d'accord. Je voulais savoir si vous aviez fait de la prospective historique postérieure, en imaginant ce qui aurait pu se passer si Aldo Moro avait survécu, s'il n'avait pas été enlevé et assassiné par les Brigades Rouges. Alors, les historiens aiment de plus en plus faire ce genre d'exercice. Je pense sans doute que ça aurait... c'est très difficile à dire. Je pense que d'un côté, la démocratie chrétienne ça aurait été profondément divisée, parce qu'elle a la sensibilité de centre-gauche. Par exemple, Andreotti n'était pas du tout sur cette position. Il est représenté ici dans ce film avec toute la malice et toute la fourberie qu'avait Giulio Andreotti. La manière dont il parle à Enrico Berlinguer, comme j'aime votre parti, comme c'est extraordinaire ce que vous faites, etc., pour mieux le rouler dans la farine, bien sûr. Mais je pense que certainement, ça aurait pu débloquer politiquement. Je ne sais pas ce qui se serait passé sur deux niveaux. Le premier, la réaction américaine. Alors, maintenant, les archives ont été ouvertes. Frédéric Hurtebise en particulier, enfin d'autres ont travaillé là-dessus. Il y a vraiment, en fait, aux États-Unis, avant Reagan, au moment de Carter, il y a une division dans l'administration américaine. Une partie de l'administration américaine dit il est hors de question que le Parti communiste italien arrive au pouvoir en Italie. Hors de question. Et une autre partie, notamment du côté de la CIA, alors la CIA, il y a deux niveaux, il y a opérationnel, Chili, mais il y a la CIA intelligence, c'est-à-dire qui analyse les situations. Et les rapports sont excellents. Apparemment, Giulio Andreotti les connaissait. Et donc, c'est des rapports qui expliquent la puissance du Parti communiste italien, que ce parti est en train de changer, qu'il faut l'accompagner justement pour le faire. Comme c'est le plus important parti communiste d'Europe occidentale, il faut le faire sortir de l'orbite de l'Union soviétique. Et l'homme clé de ce point de vue-là du rapport à la fois avec la social-démocratie européenne pour le Parti communiste italien et avec les États-Unis, c'est un membre de l'aile droite du Parti communiste italien qui s'appelle Giorgio Napolitano, qui a ensuite été président de la République. Donc les États-Unis, je ne sais pas comment ils auraient réagi. Ils auraient pu réagir comme ils ont réagi au Chili. Tout à fait. Et la deuxième chose, je ne sais pas ce qui serait passé dans la société, notamment avec cette puissance des groupes d'ultra-droite, fascistes, et les groupes d'ultra-gauche. Pour vous donner une idée, le nombre de morts pour des raisons politiques en Italie entre 1969 et 1982, c'est plus de 400 morts pour raisons politiques, 200 liés aux attentats aveugles de l'extrême droite, de l'ultra-droite, et la moitié dus aux attentats ciblés par l'ultra-gauche. Et donc, qu'est-ce qui serait passé s'il y avait eu un gouvernement de compromis de ce type-là? Est-ce que ça n'aurait pas justement ouvert encore plus les vannes aux contestations
radicale et violente, c'est des gros points d'interrogation. Aldo Moro, c'est très important ce qu'on a vu. Aldo Moro, donc les Brigades Rouges l'enlèvent, et Aldo Moro a le droit d'écrire des lettres qui vont être rendues publiques. Pas toutes, mais une partie a été rendue publique au moment de la détention. Et Aldo Moro comprend dès le premier jour. Dès le premier jour. C'est pathétique, sa première lettre. Il comprend ce qui va se passer. Il comprend qu'au nom de ce qu'il appelle la prétendue raison d'État, dit-il à ses amis démocrates chrétiens, vous allez m'abandonner et ils vont m'exécuter. Il le comprend tout de suite. Des lettres bouleversantes envoyées à son petit-fils en particulier. Ça a été publié en français, hein, ça a été traduit. Mais la position du Parti communiste italien est fondamentale. Parce que nous sommes des démocrates, il n'est pas question de négocier avec les terroristes, et donc on est dans la politique de fermeté. Alors quand Berlinguer réunit sa famille et dit « si jamais je suis enlevé, hein, pas question », et si jamais, en gros, il dit « si je suis forcé d'écrire des lettres », parce que tout le monde se demandait est-ce qu'Aldo Moro écrit ses lettres de lui-même ou c'est parce qu'il est sous pression, tellement on lui dicte ses lettres. Donc il dit « si jamais ça m'arrivait, sachez qu'il ne faut pas croire ce que je pourrais écrire. Ma parole d'homme libre, c'est celle, pas question de négocier, donc je me sacrifierai. » Il parle de sacrifice. Bon, il n'est pas mort comme ça. Mais la position du Parti communiste italien de défendre les institutions, c'est très important parce que du coup, le Parti communiste s'est crédibilisé. Du coup, il a été encore plus l'objet de violentes attaques de l'extrême gauche et de l'ultra-gauche, qui considéraient qu'il défendait un État, entre guillemets, pourri et policier. Mais c'est très intéressant pour nous, Français, parce que c'est l'origine d'un malentendu complet entre la France et l'Italie sur le sort des militants d'ultra-gauche qui sont venus se réfugier en France et de ce qu'on a appelé faussement la doctrine Mitterrand. Toute la gauche française a considéré qu'il fallait garder ces gens-là et les communistes italiens disaient « mais pourquoi vous faites ça ? Parce que nous, on les a subis. On a été la cible de ces gens-là et vous les défendez. » C'est une incompréhension jusqu'à nos jours, pour tous les plus anciens, entre la gauche française et pas toute la gauche italienne, mais la gauche communiste italienne. L'incompréhension totale. Dernière question ? Alors, je ne vois pas de main levée. Si, là-bas, j'arrive. Vous êtes obligé de courir, Julia. Oui, bonjour. De quel œil la Russie voyait cette possibilité donc d'accord entre ces deux partis ? Et une question qui en découle, est-ce qu'on a pu suspecter le Kremlin, le KGB ou le GRU à l'époque d'avoir manipulé les Brigades Rouges pour éliminer Aldo Moro dans la perspective de cette alliance ? Merci. L'Union soviétique est plus que réticente à cet accord. Mais il y a deux fers au feu, manifestement, pour les dirigeants soviétiques. Le premier, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire une alliance avec la démocratie chrétienne ? Parce que vous, comme Parti communiste italien, vous allez vous éloigner de plus en plus du camp communiste. Donc, une condamnation à cet égard. Mais en même temps, l'idée, c'est de se dire peut-être que le Parti communiste italien arrivera à neutraliser l'Italie. Que l'Italie, certes, elle sera en Europe de l'Ouest, mais en tout cas, elle ne sera pas anti-soviétique. Donc, il y avait deux fers au feu, véritablement. Alors, sur la question de l'action incroyable des Brigades Rouges, il faut imaginer ce que c'est. C'est-à-dire, en plein cœur de Rome, un commando exécute toute la garde armée d'Aldo Moro, arrive à prendre Aldo Moro, va l'emmener dans une prison dite populaire, dans des conditions terribles de détention, et pendant 55 jours, donc toute l'armée, toutes les polices, incapables de retrouver Aldo Moro. Donc on s'est beaucoup interrogé, effectivement, après. Plusieurs de ces responsables des Brigades Rouges qui ont participé à l'enlèvement et qui ont décidé de tuer Aldo Moro ont donné leur explication. Il y a plusieurs pistes et c'est pas clair. Il y a des pistes soviétiques, vous avez raison, pas russes, soviétiques. Il y a des pistes américaines. Il y a des pistes de Kadhafi. Il y a plusieurs pistes. Pour le moment, ça reste encore un point un peu mystérieux. Ce qui est certain, c'est que la politique de fermeté du Parti communiste italien, c'est la politique de fermeté pour la défense des institutions. La politique de fermeté de la démocratie chrétienne, il y a peut-être, bien sûr, cette idée, un État démocratique ne peut pas négocier avec des terroristes, mais il y a peut-être une autre idée.
faisons en sorte qu'Aldo Moro soit tué. Pourquoi ? Parce qu'on en fait un martyr. Et donc, dès le début de l'arrestation, il y a un agent de la CIA qui est arrivé pour travailler avec le ministre de l'Intérieur, Francesco Cossiga, et qui a expliqué, mais laissez-le, ils vont le tuer. Et donc, vous en ferez un martyr, et donc, ces brigades rouges n'auront plus le même soutien. Et c'est vrai que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, et je termine vraiment là-dessus, Julia, que les brigades rouges, ces groupes d'extrême gauche, encore une fois, la grande particularité par rapport à d'autres pays, c'est le soutien populaire qu'ils avaient. Ils étaient quelques milliers de combattants, quelques milliers, pas quelques 4 types et 5 personnes comme Action Directe, des centaines et des milliers de militants, soit qui participaient aux actions armées, soit qui faisaient ce qu'on appelait le service technique, soit qui étaient militants en faveur de ces formations armée. Plus il y avait cette zone grise. Je prends toujours cet exemple. Ce soir, il y a vous n'êtes pas des brigades rouges, mais ce soir, il y a un camarade qui vient, tu l'héberges. Bon, vous avez compris ce que c'est, vous ne dites rien, vous l'hébergez, il disparaît le lendemain. Ce que j'ai appelé, moi, la zone grise, et quand j'avais fait ce travail dans un article qui a été publié en italien, j'avais reçu plusieurs témoignages de gens, c'est vrai, j'ai fait ça. Je le regrette, mais j'ai fait ça. J'étais très à gauche, j'étais très hostile à la démocratie chrétienne, très hostile au Parti communiste italien. Chez moi, il y a un type qui a débarqué un jour, on m'a téléphoné, tu vas recevoir. Voilà. Eh bien, à partir du moment où les brigades rouges, d'abord, il y a eu les lettres d'Aldo Moro qui ont bouleversé toute l'Italie. Ensuite, de retrouver son corps avec une balle dans la tête. La direction politique des brigades rouges avait dit, surtout ne le tuez pas. Le commando sur place a dit, on va le tuer. Et donc, ils ont décidé de le tuer dans un parking. Ils ont tiré dans le coffre de la 4L dans lequel a été transporté Aldo Moro, puis ils l'ont amené. En faisant cela, tout le vivier de sympathie, d'empathie, de compréhension a disparu. Et vraiment, je termine là-dessus. En mars 1978, quand Moro est enlevé, j'ai vu ça dans les archives du Parti communiste italien, immédiatement les organisations syndicales et le Parti communiste italien, ce puissant parti, disent partout, organisons des manifestations de solidarité, débrayées. Eh bien, à Turin, dans les ateliers de la Fiat, qui est la grande entreprise, 40 000 ouvriers, à Mirafiori, à Turin, il y a plusieurs ateliers qui refusent de débrayer en disant « Que bravi questi BR » qu'est-ce qu'ils étaient courageux, qu'est-ce qu'ils ont bien fait. Donc, il y avait une partie d'Italie qui, au départ, acclamait. Et on a un témoignage d'un intellectuel qui, à l'époque, était très à gauche, mais pas du côté de la lutte armée, qui apprend ça, il est à Rome, le matin, il se réveille, il entend ça, il se précipite sur le campus de l'université de la Sapienza, et il est bouleversé, lui, il est bouleversé, mais il arrive sur le campus et il dit, je vois une scène incroyable, il débouche les bouteilles de Prosecco en disant, génial ce qu'ont fait ces brigades rouges. 55 jours après l'assassinat, ça c'est fini, et les brigades rouges vont non seulement être violemment réprimées par l'État, mais perdre tout soutien. Merci beaucoup. Merci à vous.